Dans un pays où le gouvernement peine à apporter son soutien aux populations fragiles, la FJKM, l'Église du Christ à Madagascar, se veut proche d'elle. Dans le pays, les réalités diffèrent. Habiter en ville n'a pas grand-chose à voir avec la vie à la campagne. Pour préparer les futurs pasteurs, s'ils travaillent un jour en brousse, la FJKM a mis en place une formation à l'action sociale pour les étudiantes et étudiants en théologie. En brousse, il y a le chef du village, le pasteur, le prêtre s'il y a une église catholique. C'est à peu près tout comme l'autorité. Et il y a les enseignants. S'il y a une école, il y a le maître. Donc ce sont les personnes auxquelles les gens s'adressent quand il y a des problèmes. S'il n'y a que le pasteur, là, il doit tout faire. Il doit tout faire. Il faut qu'il se prépare. Il faut qu'il soit psychologue. Il faut qu'il soit agronome. Il faut qu'il soit menuisier. Il faut qu'il soit communicateur et tout et tout. C'est à Ontsirakam que le pasteur Tsu est installé depuis 3 ans. Ce petit village, situé à une 50aine de kilomètres de Tamatave, se trouve sur les terres d'une mine de graphite gérée par une entreprise chinoise. On y entre et on en sort sous contrôle d'un garde, mais la sécurité de la population n'est pas évidente pour autant. On peut dire qu'on a vraiment de problèmes au niveau de sécurité sociale, surtout au niveau de la santé, parce que là-bas, il n'y a même pas de dispensaire de base pour que les gens puissent se soigner. Le pasteur joue un grand rôle s'il y a quelqu'un qui est malade, qui tombe malade. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tombe malade, il vient chez le pasteur pour demander quels médicaments il doit prendre et tout ça. Les Français ont beaucoup misé plutôt sur l'œuvre sociale, mais là maintenant, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que les Chinois ignorent vraiment ce qui est social. Et voilà, c'est ça le problème. Et je viens de dire là, côté santé, mais aussi côté enseignement. Parce que là-bas, dans ce village-là, il n'y a qu'un niveau primaire pour les enfants. Et ça, on ne s'en sort pas avec ce niveau-là. Et c'est à 14 km de là qu'il y a un niveau secondaire pour le collège. La question de l'éducation reste un casse-tête pour la population du village. Vers 11 ans, les jeunes partent étudier à une 15aine de kilomètres de chez eux. Ils y trouvent un logement durant la semaine, mais certains se retrouvent laissés à eux-mêmes, comme le raconte Bertine, maman de 8 enfants. En tant que parents, on aimerait que nos enfants réussissent et on fait le maximum pour cela. Les problèmes commencent lorsque les enfants doivent quitter le village pour étudier. Ils sont jeunes, loin de nous, et on ne peut pas surveiller ce qu'ils font. Au collège, il y a de nombreux dangers. Au lieu d'étudier, les enfants dépensent l'argent qu'on leur donne pour manger. Ils sortent et ils croisent la route de gens qui les exploitent, comme c'est le cas des camionneurs. La suite, c'est que les jeunes filles reviennent au village enceintes. La prostitution n'existait pas à l'époque où la route entre Tana et Tamatave n'était pas goudronnée. Depuis que ça l'est, les camions passent par là et les tentations qui vont avec la vie des camionneurs. Les jeunes découvrent des choses dont ils n'imaginaient même pas l'existence, comme les tablettes, les téléphones portables. Les camionneurs ont de l'argent et les jeunes filles voient qu'elles peuvent en gagner en se prostituant. Voilà comment ça se passe. L'Église avait un projet de construction d'école ici, au village. Toutes les études nécessaires ont été faites et ça semblait possible. Mais comme nous vivons sur une propriété privée, nous avons dû demander l'accord de la mine chinoise avant de construire cet établissement. Les Chinois ont refusé. Mais on essaye encore de se battre pour ça. Pasteur de la FJKM et responsable de l'action sociale Safifa, Elivao connaît bien la question de la prostitution. Elle a réalisé un master en travail social sur le thème de la prostitution des mineurs à Madagascar. Partout dans l'île, il existe une prostitution vraiment importante faite par les Malagasy, avec les jeunes filles malagasy. On peut voir ça sur les stationnements des camions, les stationnements des taxis. Et là aussi, il y a beaucoup de problèmes de perte des personnes et des disparitions des personnes. La loi dit qu'il est interdit d'avoir du sexe pour toute personne au moins de 18 ans. C'est notre loi actuelle pour la protection des enfants. Alors que dans la vie quotidienne des Malgaches, les filles commencent à avoir des relations sexuelles à l'âge de 12 ans,
13 ou 14 ans. La plupart des personnes qui viennent ici pour le tourisme sexuel, ils ne viennent pas dans les hôtels, mais ils viennent directement dans les villages, là où ils savent qu'il y a cette culture. Ce qui veut dire alors que le monsieur de 70 ans ou de 80 ans, ils viennent, ils donnent une enveloppe pour faire le mariage traditionnel. Ils distribuent de la nourriture avec de l'alcool et puis ils deviennent le mari, entre guillemets, de la fille, même si ce n'est qu'une fille de 13 ans. Avec quelques 6000 communautés, la FJKM est présente un peu partout à Madagascar. Les œuvres sociales, qui s'adressent en priorité aux faibles et aux exclus, se mettent en place en fonction des besoins. Ainsi, à Anoutsat, au sud de la capitale, Lala et son mari René organisent 3 fois par semaine un accueil de midi pour les personnes âgées. L'occasion de prendre un repas, mais aussi de discuter et de passer un moment ensemble. Plus loin, dans un autre quartier animé de Tana, on découvre un calme inespéré. Une cour, quelques maisons, un panier de basket et un jardin potager. Nous sommes à l'orphelinat de Tangaina, qui appartient à la FJKM. 27 enfants et jeunes, entre 11 et 26 ans, vivent dans cet espace que gère Baby depuis 1 an. Les enfants que nous accueillons ici doivent remplir les critères suivants, c'est-à-dire qu'ils doivent être des orphelins, de père ou de mère ou les deux, et ils doivent venir de familles défavorisées. Donc les grands-parents ou le parent restant et vivent dans la pauvreté et donc ne peuvent pas convenablement s'occuper de l'enfant. L'objectif du centre, en fait, c'est d'éduquer ces enfants, de recevoir ces enfants, de leur donner un toit, de leur fournir des éducations scolaires, spirituelles, intellectuelles, donc sentimentales, c'est-à-dire que nous essayons tout au moins de jouer le rôle de famille, de substitut pour ces enfants. C'est pourquoi ces enfants ne quittent normalement le centre qu'à l'âge où ils peuvent affronter seuls leur vie, c'est-à-dire à l'âge où ils deviennent des adultes indépendants, ils peuvent avoir de l'emploi stable. Donc nous n'avons pas de limite d'âge pour garder les enfants ici. En 2004, j'avais 4 ans lorsque mon père est décédé. Comme nous étions 5 frères et sœurs, ma mère n'a pas pu subvenir à nos besoins et elle nous a tous placés ici. Ce qui me plaît, c'est l'échange avec les autres enfants. Parfois, il y a de petits problèmes entre nous, mais ce n'est jamais très grave. J'ai encore des contacts avec ma mère, qui vient ici de temps en temps pour me trouver. Je sais bien qu'elle m'a placée à l'orphelinat parce qu'elle n'a pas les moyens de s'occuper de moi. Et en plus, elle habite loin, à des centaines de kilomètres de Tana. Comme j'étais encore très jeune quand je suis arrivé à l'orphelinat, je n'ai pas eu le choix. Ce sont mes frères et sœurs aînés, ainsi que le pasteur du village, qui ont décidé pour moi. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'ils ont fait le bon choix. Grandir dans une autre famille que la sienne n'est pas évident. On vous accueillera au début et pendant quelques temps, ça ira. Mais ensuite, quand les années passeront et que la pitié disparaîtra, la famille se lassera. Finalement, la famille d'accueil préférera toujours ses propres enfants. À Tangain, l'orphelinat ne pourrait pas survivre sans des soutiens extérieurs. Normalement, nous devons être soutenus par l'État, mais dans le cas actuel de l'orphelinat, on ne reçoit aucune aide de l'État. Cependant, il y a des associations non gouvernementales qui travaillent avec nous, des entreprises, des particuliers et surtout les paroisses et paroissiens qui nous aident beaucoup dans les différents types de partenariats que nous avons avec eux. D'abord, pour l'Église, c'est vraiment presque un devoir de s'occuper des orphelins. Mais personnellement, je trouve que c'est un moyen de contribuer à d'abord développer le pays que de s'occuper de ces enfants en détresse, si on peut s'exprimer de la sorte, mais aussi que de façon humanitaire, puisqu'on ne peut pas aider tout le monde, autant en faire avec ce qu'on peut déjà. Venir en aide aux plus faibles, à celles et ceux qui sont incapables de faire entendre leur voix, c'est la vocation de la branche protection et réinsertion sociale de l'église FJKM, appelée SAFIFA,
que dirige la pasteure Elivao. Derrière la porte rouillée du centre d'accueil de Gilpin vivent une quinzaine de personnes. En plus de l'équipe d'encadrement et de bénévoles, 2 pasteurs stagiaires se relayent auprès des résidents, abandonnés et souvent en situation de handicap. Il y a toutes sortes de maladies chez nos pensionnaires, comme l'épilepsie ou bien d'autres maladies neuroleptiques. Il y en a aussi d'autres maladies qui nécessitent un soin à long terme qui coûte cher, comme les différentes sortes de maladies vénériennes, parce qu'ils sont tous victimes des violences, des abus, soit physiques, sexuels et tout, quand ils étaient dans la rue. Heureusement que c'est un centre affilié à l'église. Alors nous, habituellement, on contacte toujours les spécialistes venant de l'église FJKM. Alors, on ne paie pas de frais de consultation qui coûtent très très cher. Il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent dans les quartiers et dans les rues. Une bonne partie de leur travail, c'est d'essayer de repérer s'il y a des enfants abandonnés. Parce que, comme dans tous les pays dans le monde, Madagascar, on a aussi un problème de trafic des personnes. Et ce sont ces bénévoles qui repèrent s'il y en a une disparition des enfants ou s'il y a des personnes ou des enfants qui viennent d'arriver, mais qui a une situation un peu floue. Créer un centre comme Gilpin fait partie de la mission de l'Église, puisque c'est l'Église qui a reçu la mission de la part de Dieu de prendre soin de ce qu'on appelle au sein de la société les petits de Dieu.